Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est midi, nous sommes le jeudi 9 février. Voici les titres de l'actualité. L'Algérie a fermement protesté contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Selon le quotidien national Moudjahid, la France a bafoué les lois en menant cette opération d'exfiltration. L'Algérie s'évertue à adopter des décisions souveraines et historiques, affirmation de la revue El Jaish dans sa dernière livraison. Le pays est déterminé à ne faire aucune concession sur ses principes et ses positions immuables qui reflètent son attachement indéfectible aux principes de liberté et de dignité. Le dernier bilan du séisme qui a ravagé le sud de la Turquie, le nord de la Syrie, a franchi le seuil des 17 000 morts ce matin. Les équipes de sauvetage, dont celle de la protection civile algérienne, sont à pied d'œuvre. Une course contre la montre est enclenchée pour tenter de retrouver des survivants malgré la complexité de la tâche. Sonatrach se dote de la certification ISO 37001, une certification anticorruption. Le fleuron de l'énergie en Algérie devient ainsi la première grande entreprise africaine à se doter de cette certification, avec certains objectifs: assurer plus de transparence et remporter plus de marchés à l'international. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. L'Algérie a fermement protesté contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne et rejette ce développement inadmissible et inqualifiable qui cause un grand dommage aux relations algéro-françaises. Selon le quotidien national El Moudjahid, la France a bafoué les lois en menant cette opération d'exfiltration. Yasmine Massoudi. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné le rappel immédiat en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, pour protester fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Dans le même sillage, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a exprimé à l'ambassade de France la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français qui ont participé à cette opération clandestine. L'Algérie rejette cet acte inadmissible et inqualifiable qui cause un grand dommage aux relations algéro-françaises et qui risquerait de créer de nouvelles tensions entre Paris et Alger. Dans son éditorial, le quotidien national El Moudjahid écrit que la France a bafoué les lois en menant une opération d'exfiltration vers la France d'une ressortissante algérienne qui était sur le point d'être expulsée vers l'Algérie. À travers ce geste, Paris porte atteinte aux relations entre les deux pays au moment où ces dernières commençaient à connaître un réchauffement après la visite effectuée par le président français à Alger en août dernier et sanctionnée par la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé ainsi que plusieurs accords de coopération. Cet acte, qui intervient suite à plusieurs rencontres et contacts entre les dirigeants des deux pays, en préparation de la visite d'État du président Abdelmadjid Tebboune à Paris, risque de jeter un pavé dans la mare et de troubler le climat serein qui caractérisait les relations entre les deux pays ces derniers temps. Dans l'éditorial de son numéro de ce mois, la revue El Jaish a relevé que l'Algérie a depuis son indépendance mis un point d'honneur à adopter des décisions souveraines et historiques inspirées de sa glorieuse révolution, ce qui explique sa position immuable de défense des droits des peuples sous occupation à l'autodétermination et à l'exploitation des ressources et richesses que recèle leur pays. Yanis El-Qassem. Dans son édito, El Jaish est revenu sur les défis qu'a relevé l'Algérie depuis son indépendance, qu'elle a arraché après un combat acharné contre l'occupant usurpateur. L'Algérie qui a mis un point d'honneur à adapter des décisions souveraines et historiques inspirées de sa glorieuse révolution, reflétant son attachement indéfectible au principe de liberté et de dignité. Parmi les décisions souveraines prises par l'Algérie, moins de 10 ans après son indépendance, celle relative à la nationalisation des hydrocarbures. En ce même mois, il y a de cela 52 ans, notre pays a pris cette décision historique qui répondait aux aspirations du peuple algérien à l'édification de l'État national indépendant et souverain.
L'édito revient également sur le développement observé les dernières années au niveau du secteur de l'énergie et des mines dans différents aspects, particulièrement ces dernières années avec l'expansion des activités d'exploration et d'exploitation et après que les autorités du pays ont inscrit la sécurisation des installations pétrochimiques et énergétiques au titre des sites sensibles à protéger. Comme l'a affirmé en de nombreuses occasions le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, il avait souligné en substance les défis sécuritaires complexes auxquels le monde est affronté ne sont à vrai dire que le prélude à des changements majeurs à venir qui auront sans doute aucun des effets et des répercussions sur tous les pays du monde sans exception. L'édito met en avant également les capacités de l'Algérie à s'adapter avec succès à tous ces développements et de faire face aux défis actuels et futurs en s'appuyant sur des référents révolutionnaires et la volonté de son peuple pour renforcer la place du pays dans le concert des nations fortes sur lesquelles il faut compter. Il est certain que notre pays qui a repris l'initiative avance à pas sûrs et ferme dans l'édification des fondements de la nouvelle Algérie, avec une diplomatie active qui est revenue en force sur le devant de la scène et avec une économie nationale qui se redresse rapidement. Enfin, dans son édito, il revient sur les indicateurs, confirme que ce qui a été réalisé hier, à savoir le défi relevé de la nationalisation des hydrocarbures, sera inévitablement consolidé dans un proche avenir avec la sécurisation de l'économie qui ne sera que plus bénéfique pour notre pays et notre peuple. Le dernier bilan du séisme qui a ravagé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie a franchi le seuil des 17 000 morts ce matin. Les secours poursuivent leurs efforts dans un froid glacial pour rechercher des rescapés dans les décombres. Les 72 premières heures sont cruciales pour retrouver des survivants, plus de 90% des rescapés étant secourus au cours de cette fenêtre. Alors que les excavatrices s'affairent jour et nuit, la nouvelle chute des températures rend les conditions de vie infernales pour les rescapés qui n'ont nulle part où aller. Dans les villes turques de Gaziantep, les températures ont chuté à moins 5 degrés Celsius tôt dans la matinée. Gymnases, mosquées, écoles et magasins ont accueilli des rescapés pour la nuit. Mais les lits restent rares et des milliers de personnes passent leur nuit blotties à l'intérieur d'une voiture ou dans des abris de fortune. Les équipes de la protection civile algérienne poursuivent leurs opérations de sauvetage des sinistrés en Turquie et en Syrie. En Turquie, 3 nouvelles victimes ont été extraites des décombres, tandis que 12 autres personnes ont pu être sauvées. En tout, 39 corps ont été extirpés jusqu'à présent. La télévision algérienne a recueilli ces images exclusives des opérations de secours. Les équipes de sauvetage, dont celle de la protection civile algérienne, sont à pied d'œuvre. Une course contre la montre est enclenchée pour tenter de retrouver des survivants. Malgré la complexité de la tâche, vous verrez que les éléments de la protection civile algérienne réussissent à sauver des vies et à répondre aux appels des familles des victimes. Une de nos équipes est sur place, Abdeljabar Ben Yahya et Badi Amani. Au sud-est de la Turquie, la province d'Adiyaman est en ruine. Le séisme a tout détruit et la population reste sous le choc. Les survivants espèrent toujours l'extraction de leurs proches des décombres. Ils gardent espoir en dépit du temps qui s'égrène et qui réduit les chances de survie de leur famille. Nous avons été surpris à 4 heures du matin par un tremblement de terre. Notre maison s'est à moitié effondrée. Il y a eu des morts et des blessés. C'est le chaos total. Beaucoup de personnes sont mortes sous les décombres. Nous étions endormis. Le séisme a frappé à 4h30. Nous nous sommes enfuis vers cet endroit. L'élan de solidarité de l'Algérie envers la Turquie ne s'est pas fait attendre. Les éléments de la protection civile ont immédiatement entamé les recherches pour retrouver des survivants sous les décombres. Turcs et Syriens voient en la mission algérienne un salut pour les survivants qui attendent de remonter à la surface de la terre malgré les longues heures d'attente. Je remercie l'équipe de la protection civile et nos frères algériens venus nous aider.
L'opération se poursuit pour extraire le plus grand nombre de victimes des décombres. Cela reflète le degré de professionnalisme de nos équipes qui ne lésinent sur aucun moyen pour sauver des vies. Nos équipes travaillent matin et soir et sont attentives aux demandes des citoyens de cette ville pour secourir leurs proches. Nous essayons, grâce à un plan de sauvetage que nous avons mis en place, de sauver le maximum de vies. Les opérations de sauvetage des éléments de la protection civile se poursuivent. Sans répit, c'est la course contre la montre pour trouver des survivants et réduire ainsi la longue liste de morts qui ne cesse malheureusement de s'allonger. Dans le cadre des interventions des éléments de la protection civile algérienne conduites en Syrie, 18 corps ont été extirpés des décombres. On écoute. Là, on vient d'extirper un corps inanimé, après avoir extirpé 17 corps depuis le début des opérations de sauvetage de la protection civile algérienne. Et puis vous savez, sans surprise, l'Algérie porte main forte au secours en Syrie. Le chef du gouvernement syrien Hussein Arnous n'a d'ailleurs pas manqué de réagir à cette marque de solidarité et de fraternité. Écoutons-le. C'est certain, nous n'avons aucun doute sur le fait que l'Algérie soit un pays frère et ami. En témoigne la position du président algérien, de son ministre des Affaires étrangères, de son gouvernement et de tout son peuple. J'ai pu voir les hommes de la protection civile algérienne secourir les sinistrés à Latakia et à Alep. Les aides apportées au peuple syrien ne sont pas étrangers à l'Algérie, car l'Algérie est un pays arabe. L'hôpital Al-Razi à Alep en Syrie est complètement submergé suite au séisme qui a violemment secoué la région. Les victimes ne cessent d'affluer aux urgences chirurgicales. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour venir en aide aux victimes. Hicham Saadoudi, Yemna Saïdi. Le service des urgences médico-chirurgicales de cet hôpital situé à Alep est littéralement saturé. Les victimes, pour la plupart atteintes de blessures graves, souffrent également de troubles de stress post-traumatique. Je suis toujours sous le choc. Nous étions 16 le jour du drame. La maison s'est écroulée sur nous. 13 ont perdu la vie. Il ne reste plus que mon frère, ma petite nièce de 2 ans et moi. Toute la famille est décédée. J'ai très mal au dos. Je suis resté longtemps coincé sous les décombres. J'ai réussi à sauver mes enfants, mais lors de la seconde secousse, je suis tombé du 3e étage. J'ai sorti mon époux des décombres. Le toit s'est écroulé sur nous et Dieu merci, nous sommes sains et saufs. Mon armoire est tombée sur mon dos, mais cela m'a protégé et m'a permis de rester en vie. Nous remercions nos frères algériens qui ont toujours été là dans les moments difficiles. Le staff médical est mobilisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour assurer une couverture médicale optimale et prodiguer les soins nécessaires aux victimes. Depuis 2 jours, nous recevons plusieurs cas graves. Heureusement que l'hôpital est bien équipé. Il y a beaucoup de blessés et le nombre de décès est élevé. Les premières heures après la catastrophe étaient les plus difficiles. Mais Dieu merci, tout est sous contrôle. Nous avons pu prendre en charge et soigner tous les blessés. Tout rentre dans l'ordre petit à petit. Dans ce deuxième grand hôpital d'Alep, les victimes de ce séisme reçoivent tous les soins nécessaires. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour leur venir en aide. Voilà ce qu'on pouvait dire ce midi sur cette catastrophe naturelle qui a violemment secoué le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Sonatrach, fleuron de l'énergie en Algérie, se dote de la certification ISO 37001, une certification anticorruption. L'entreprise pétrolière devient ainsi la première grande entreprise africaine à se doter de cette certification avec certains objectifs. Il s'agit en interne d'assurer plus de transparence et en externe de remporter plus de marchés à l'international. Un reportage signé Amel Bouarba.
Résolument engagé dans un système de management performant garantissant intégrité et transparence, le géant pétrolier et gazier Sonatrach est dans le top des firmes pétrolières mondiales qui ont adopté la norme ISO 37001, une certification internationale qui aide à prévenir, détecter et lutter contre la corruption. Il rejoint ainsi le cercle restreint des entreprises certifiées pour l'anticorruption dans le monde. Un excellent moyen pour elle, pour rehausser son image de marque, démontrer sa crédibilité, ses bonnes pratiques et sa bonne gouvernance avec ses partenaires nationaux et internationaux. Faire jeu égal à l'échelle internationale avec des partenaires externe. Donc, elle peut être choisie plutôt qu'une autre dans le cas d'un appel d'offres. Sonatrach a signé avec l'Institut algérien de normalisation un contrat qui s'étale sur 12 mois répartis sur plusieurs phases. La première phase, c'est la phase diagnostique. On vient de clôturer cette phase. La deuxième phase, c'est la phase formation. On a déjà entamé la phase formation. La troisième phase, c'est la mise en place, la conception et le déploiement du système. Et la quatrième phase, c'est l'amélioration, l'audit et la pré-certification. C'est pour aller à la certification. Dans le cadre de cette démarche, Sonatrach a lancé la formation d'un vivier d'experts dans le domaine. La première promotion qui est sortie de Sonatrach, donc on a fait une formation, c'est une formation qualifiante, professionnelle qualifiante par l'Institut algérien de normalisation et ISO, l'Organisation internationale de normalisation. Et le rôle aussi, c'est le suivi de la maturation du système et au niveau du groupe Sonatrach et le suivi de ce système après la certification. Vu que la certification, elle va durer 3 ans. Une certification qui vise à asseoir une culture d'éthique et des règles plus rigoureuses en termes de respect des normes de transparence et de probité dans tous les domaines d'activité de Sonatrach, un groupe qui continue de gravir des échelons et de réaffirmer son leadership en Afrique. On s'intéresse ce midi au recyclage dans l'industrie du bois. Une usine de fabrication de meubles est arrivée au taux de 0 déchet, cela en réutilisant les chutes et les restes qui émanent de la transformation du bois. Cette fabrique en fait aujourd'hui de nouveaux produits mis sur le marché. Reportage Badé Amarni. Comme vous le voyez sur ces images, cet atelier est propre. Pas de copeaux ni de sciures sur le sol. Pourtant, l'entreprise est spécialisée dans la fabrication de meubles de bureaux et d'hôtellerie et elle ne génère aucun déchet. Les gérants ont investi dans l'environnement et le recyclage. Dès la création de l'entreprise, le souci environnemental a été une priorité pour nous. C'est pour ça qu'on a acquis une machine pour faire toute l'aspiration et le recyclage du bois. Et comme vous le voyez, l'usine est très propre. Un système d'aspiration est mis en place pour capter toute la sciure de bois qui est par la suite recyclée par d'autres entreprises pour en faire du parquet. À travers ce système d'aspiration, on récupère tous les déchets qui sont recyclés, qui rentrent dans le circuit de recyclage à travers des entreprises algériennes aussi, qui font la production de tout ce qui est parquet. Et il y a également tout ce qui n'est pas poussière, tout ce qui est déchets de bois. Elle est utilisée par une autre entreprise qui fait le broyage pour la réutilisation de ce produit. Oui, on encourage les entreprises à respecter l'aspect environnemental. Voilà, il y a une commission d'établissement classée à chaque fois qui organise des missions sur terrain pour accompagner les entreprises ainsi que pour les orienter pour les aspects environnementaux en exerçant leur activité. Première à entrer en production dans la zone industrielle de l'Arbatash, cette entreprise privée est active depuis 2021, mais ne tourne qu'à 20% de ses capacités de production. Elle a créé de nombreux postes d'emploi. Notre objectif initial, c'était de prouver aux autorités qu'on est là pour travailler. Donc, malgré la non-disponibilité de l'énergie électrique, on a commencé. Et alhamdoulilah, on sera prochainement branché à l'énergie électrique. On emploie à peu près 25 personnes qui sont à 80% de la région. Avec un produit de qualité et concurrentiel, l'entreprise compte conquérir les marchés étrangers. Nous sommes en négociation très avancée avec un futur client du Canada. Donc on fera notre première exportation dans les mois à venir, Inch'Allah. Les jeunes entrepreneurs qui ont mis en place le projet comptent aller de l'avant pour satisfaire leur clientèle et participer au développement de l'économie nationale tout en préservant l'environnement.
Dans l'actualité à l'étranger, le rapport de bilan de la Commission européenne au sujet du Sahara occidental vient d'être rendu public. Un bilan des plus clairs, c'est l'accélération comme jamais vue du pillage des richesses sahraouis. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le seul critère à prendre en compte est le consentement du peuple sahraoui et certainement pas les bénéfices des colons, à savoir le Maroc. Selon les chiffres de la Commission européenne, 85% des produits agricoles originaires du Sahara occidental sont exportés vers l'UE. Et comme le reconnaît la Commission, la manne financière européenne et l'accès aux marchés européens apportent le financement nécessaire pour les forces marocaines. Ainsi, l'annulation de l'accord de 2019 marquerait la fin de ce financement de la colonisation. Et puis, ces nouvelles attaques des unités de l'armée populaire de libération sahraoui contre des retranchements des forces de l'occupant marocain dans la région d'Oros Septi, dans le secteur de Mahbes, leur infligeant d'importantes pertes humaines et matérielles. Au Maroc, la ville de Tétouan s'embrase pour exprimer la colère de la population. D'importantes manifestations ont éclaté. Les Marocains dénoncent la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires et expriment, vous le savez, depuis plusieurs mois, le ras-le-bol de cette situation précaire. Une cherté de la vie, une inflation qui ont atteint des niveaux inquiétants. Malika Belal. La population ne décolère toujours pas au Maroc. Les manifestations contre la cherté de la vie se poursuivent à Tétouan malgré la répression du Makhzen et sa stratégie consistant à faire taire les voix dans le but d'intimider le peuple. Ainsi, les Marocains ont observé un sit-in de protestation durant lequel ils ont brandi les slogans dénonçant la cherté de la vie, la hausse continue des prix des produits de première nécessité ainsi que l'incapacité du gouvernement à prendre des mesures pour remédier à cette situation. كنستنكروا هذا الشيء هذا وكنطلبوا ربي الحبيب يعملنا شتاء ولد بالخير وهاد الحكومه ربي يهديها علينا ويشوفوا وجه البوبر الله يحسن العون. هاد الاسعار هذه راه ما خلاتنا حنايا فين ما ناكلوا ما نشربوا الانسان راه باقي خصو يخرج عاد يطلب وكان. Les contestataires ont dénoncé en outre le silence du gouvernement face aux revendications populaires sans se soucier du faible pouvoir d'achat. Les revendications sociales se sont mêlées ainsi aux revendications politiques. Les manifestants de Tétouan réclament la fin de la politique d'appauvrissement menée par le régime. المشكل ديالنا هو الزياده في كل شيء، في الطحين، في البيضات، في الزيت، في السكر، في الجداد، في الحوت، حتى النفط زادوا فيه الله يا ودي. مطالبه الحكومه باش انها تلتقط هذه الاشاره من منظمه نقابيه اللي هي وطنيه وتقوم بدعم الحلول اللي هي تجنب بلادنا من الاحتجاجات ومن شيء مما لا يحمد عقباه. La hausse des prix des produits alimentaires qui a eu le plus de répercussions sur le ressenti des Marocains est devenue intenable pour l'ensemble des citoyens marocains qui accusent une fois de plus la politique menée par le Makhzen qui a conduit à la détérioration des conditions sociales. Chez nous, en Algérie, il va neiger et pleuvoir sur plusieurs régions du pays. Des chutes de neige affecteront aujourd'hui et demain les reliefs atteignant ou dépassant les 900 mètres d'altitude de plusieurs wilayas du centre-est et de l'est du pays, à savoir Boumardest, Tizi Ouzou, Bédia, Djidjel, Bouira, Borj Bouarerid, Sétif, Batna, Khenchla, Tébessa et Oum al-Bouagui. Blida, Médéa, Skikda, Mila, Constantine et Guelma sont aussi concernés par ce BMS. En parallèle, des pluies orageuses accompagnées de chutes de grêle affectent depuis hier soir le centre et l'est du pays. Elles touchent les wilayas d'Alger, Blida, Boumardest, Tizi Ouzou, Bédia, Djidjel, Skikda, Anaba et Ataraf. Un BMS qui court jusqu'à vendredi matin. La prudence est donc de mise. L'actualité nationale, c'est aussi ce recensement des oiseaux migrateurs. Une équipe spécialisée de la conservation des forêts de la wilaya de l'Arwat établit un état des lieux du nombre exact des oiseaux migrateurs. Le travail de ces spécialistes et ornithologues porte également sur l'impact du changement climatique sur ces oiseaux migrateurs. Melika Belal. دير 9 فلك مكحول هام كول فيغ 3 هام 1 2 3 بانوا لي.
Cette équipe spécialisée dans la conservation des forêts de la wilaya de l'Rouat est en train de suivre les mouvements des oiseaux migrateurs et des oiseaux qui couvent leur nid. Cette opération de recensement est organisée chaque hiver à partir de la mi-janvier jusqu'au mois de février. Objectif, faire un inventaire et un comptage ornithologique exhaustif. Nous procédons au recensement des oiseaux migrateurs pour connaître les espèces d'oiseaux qui viennent nicher dans la région, en découvrant souvent de nouvelles espèces. Ce recensement nous permet de faire un inventaire exhaustif des oiseaux migrateurs qui traversent notre pays. Ici, dans la wilaya de l'Arwat, nous avons une espèce d'oiseau appelée Tardon Kazarka qui est actuellement en période de nidification. Une espèce d'oiseau dont une bonne partie s'installe dans la région pratiquement toute l'année alors qu'une infime partie migre vers d'autres cieux. Cet inventaire permet également de poser un diagnostic précis sur l'érosion de la biodiversité. Ce comptage nous permet de connaître les véritables raisons qui se cachent derrière l'augmentation ou la diminution du nombre d'oiseaux migrateurs. L'année dernière, nous avons procédé à un recensement ici dans la wilaya de l'Arwat qui nous a permis de recenser environ 33 espèces d'oiseaux. Cette année, il n'y a plus que 21 espèces. D'un autre côté, le nombre d'espèces hivernales dans cette zone humide constitue un indicateur biologique de l'état de santé de l'écosystème de cette zone humide. 2 fois par an, cette équipe spécialisée inspecte les différents lacs et points d'eau que compte la wilaya de l'Rouat pour faire un état des lieux du nombre exact des oiseaux migrateurs. Ces équipes de la conservation des forêts travaillent également sur l'impact du changement climatique sur ces oiseaux migrateurs. C'est ainsi que se clôture votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mina Abed. Vous savez, l'information revient ce soir à 19h avec Kemal Sweek. Quant à moi, je vous dis à demain pour l'édition de la mi-journée midi. Excellente journée à tous.